Rebonjour à tous pour ceux qui étaient là ce matin et bonjour aux nouveaux arrivants pour cette leçon du mardi, la troisième du cycle coordonné par le Master Transformation qui s'appelle « Concevoir en zone de turbulence ». Alors juste pour rappel, le principe de ce cycle de leçons est de vraiment poser la question de la conception, mais la conception au sens large, c'est-à-dire comment aujourd'hui le cadre de commande de l'architecte, du paysagiste, du concepteur est en pleine transformation et comment on peut aujourd'hui concevoir sans programme défini, sans commande très claire, sans budget aussi extrêmement précis. Donc c'est un peu le concevoir sans, si vous voulez, où là l'architecte est amené à trouver des nouvelles solutions et un nouveau cadre un peu d'expression, se donner les moyens de quelque chose. Et donc à partir de cette problématique, l'idée des leçons de ce semestre sont d'explorer deux façons de faire, celle des concepteurs, donc avec certaines explorations avec des architectes qui sont venus et qui viendront vous présenter leur état d'avancement, et puis celles qui sont plus des ouvertures disciplinaires, des ouvertures, et c'est aujourd'hui, on en est dans l'une d'elles, comme la semaine dernière, c'est-à-dire une ouverture disciplinaire vers le champ de la sociologie. Donc on est ravis d'accueillir Saskia Sassen, donc sociologue urbaine, qui nous a rejoint ce matin avec un premier échange, une première conversation sur la Chine et la migration, les transmigrants. Et donc elle viendra, elle passe la journée avec nous et elle va donc faire 1 heure de présentation à peu près. Et on aura 30 minutes de questions ensemble. Et puis voilà, on part comme ça. Je laisse la parole à Mathias Rollo, qui fait partie aussi de la filière transformation et avec qui on a conçu le cycle. Oui, merci. En effet, je vais poursuivre un petit peu sur cette question des ouvertures et de leur place en fait dans ce cycle de conférences au sein d'une école d'architecture. La semaine dernière, c'était une intervention sur la question de la métropolisation. Cette semaine, on parle beaucoup plus de mondialisation. Et on voit bien que déjà par là, ce sont des ouvertures à d'autres échelles. Mais pour nous, ce qui était important sur cette question des ouvertures, c'était pas tant un changement d'échelle, mais beaucoup plus un changement de point de vue. L'idée, c'est d'essayer d'apporter des regards extérieurs qui nous amènent à mieux comprendre la façon dont on peut exercer nos métiers, car il y en a beaucoup aujourd'hui, la façon dont on est appelé, la façon dont on intervient. Et je pense que c'était assez clair ce matin. On voit bien que quand on passe son temps le nez dans AutoCAD à régler des dimensionnements, des compositions, des usages, des formes, et qu'on entend parler de terres brûlées, de militaires, de populations exclues, etc., tout d'un coup, il y a quelque chose qui frotte, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est ce décalage qu'on espère susciter chez vous, en essayant de mettre quelque chose en mouvement, voilà, qui peut-être dérangerait aussi éventuellement. La deuxième chose que je voulais dire à ce sujet-là, elle concerne la recherche en architecture notamment. Ici, on a de prestigieux exemples de recherche en sociologie. Il ne faut pas, je pense, que vous considériez que c'est des choses extérieures à notre domaine. Parce que la recherche en architecture d'une part et en urbanisme, c'est toujours nourri, c'est toujours hybridé avec toutes ces sciences qui dialoguent avec elle, dont les sciences humaines et sociales. Elle est en pleine métamorphose aujourd'hui, cette recherche, et à mon avis, si elle doit s'inspirer de quelque chose, c'est la manière dont, comme ça a été dit par Saskia Sassen ce matin, ces recherches illustrent une manière de travailler sur les fuzzy edges. Donc on se demandait à midi comment traduire ce terme. On a évoqué l'idée de zone trouble, les marges un peu incertaines. Et c'est ça qui lui donne son pouvoir d'accroche, son pouvoir de décalage, et qui fait qu'on entend tout de suite une recherche qui n'est pas une recherche de rat de laboratoire à fouiller dans des archives. C'est aussi une recherche possible et valable, évidemment. Mais voilà, il faut considérer que ce n'est pas que ça, et qu'on peut faire de la recherche incarnée, engagée, politiquement, éthiquement, etc. Le troisième et dernier point, c'est du coup d'essayer, à mon sens, d'entendre ce qui est dit là dans une optique de débat, dans une optique d'engagement, en se demandant mais qu'est-ce que ça produit chez nous, qu'est-ce qu'on en pense, en quoi ça nous engage, pour pouvoir générer un débat à la fin qui soit intéressant, qui soit sincère, et je pense qu'il y a plus d'un débat qui pourra être mené, on a largement le temps. On a une demi-heure de questions réservées, donc on compte sur vous pour vous y investir pleinement. Merci beaucoup, bonne conférence, et merci encore à Saskia Sassen d'être avec nous. Merci.
Alors, c'est un grand plaisir d'être ici et de vous parler avec mon français un peu problématique, mais on va collectiviser la problématique de la langue. Alors, ici, simplement quelques informations, sources pour plusieurs des choses desquelles je parlerai. Je vais commencer avec, et merci pour l'introduire, une question de méthode. Moi, j'ai trouvé, je sais que la méthode, c'est une chose très différente dans l'espace architecture de ce que c'est quand on fait la recherche économique, sociale, politique. Mais allez, alors, moi, je trouve que quand on veut étudier une situation ou nouvelle ou instable, une situation pour laquelle il n'y a pas de bon modèle, comme ça, dans les sciences sociales, dans ce cas, que ça vaut la peine de se situer pour un peu de temps, dans une zone que moi j'aime beaucoup et que j'appelle avant la méthode. Parce qu'une fois qu'on entre dans la méthode, on est un peu captivé par certaines mesures, par certaines logiques, par certaines conditions, etc., etc. Je m'imagine que vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? Que vous avez eu l'expérience une fois qu'on est vraiment dans la méthode d'une discipline, il faut la respecter. Moi, je respecte la méthode, mais je veux aussi essayer, expérimenter dans une zone qui est avant cet espace. Alors, une manière de le décrire, c'est fuzzy edges. Fuzzy edges, c'est un mot, ça marche très bien en anglais. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Peut-être vous utilisez fuzzy edges. Je ne sais pas. Et le deuxième élément, une espèce de analytic tactics, tactical analytics, une analytique qui est tactile. Tactique. Tactique veut dire qu'on cherche. C'est pas le canon. Tactical veut dire que ça peut bouger, qu'on se peut positionner vis-à-vis l'objet d'étude de plusieurs manières différentes. Alors, ça veut dire une espèce d'expérimentation. Hein? C'est l'espace un peu expérimentation. Now, let me see. Oh, God, did I get this right here? Et ici, il y a pour moi des exemples. Je serais très curieuse de savoir si ça a quelque utilité pour des architectes ou des urbanistes ou landscape architects. Alors, la notion de activement déstabiliser de significats qui sont stables. Alors, pour moi, par exemple, la économie, le classe moyenne, etc., sont des termes, sont des catégories qui maintenant sont assez instables. Qu'est-ce que c'est la classe moyenne? La classe moyenne aujourd'hui aux États-Unis, dans l'Amérique latine, dans plusieurs pays d'Asie, se divide entre deux classes. Une classe moyenne très riche, beaucoup plus riche de ce qu'ils se sont imaginés, et une classe plus pauvre. La moitié, the middle, is thinning out. Alors, ça c'est simplement un exemple, disons. Les explications très, très powerful sont dangereuses. Alors, moi, ce que ça m'intéresse, c'est d'être un peu dans l'ombre, pas dans le centre de lumière d'une explication forte, d'une thèse forte, mais dans l'ambiguïté of the fuzzy edges. Je m'explique ou non? Alors, encore une fois, avec le même exemple, interroger, qu'est-ce que c'est la classe moyenne? Je n'accepte pas le centre fort, je veux voir in the edges. Je suis été depuis toujours, je trouve, très engagée par la catégorie du territoire. Il faut dire que je crois qu'il y a une différence de comment le français utilise territoire et comment on l'utilise en anglais.
mais quand même, c'est une catégorie forte. C'est une catégorie, c'est pas seulement seuil, it's not earth, c'est pas une surface, c'est pas plateforme. Le territoire a des logiques matérielles et a des logiques non matérielles, embedded in this category. Alors, c'est une catégorie complexe. Maintenant, une chose que j'ai travaillé assez, c'est une notion d'expulsion, et je parlerai un peu de ça. Et par ça, je veux dire quelque chose qui a à voir avec quand certaines conditions familières, qu'on connaisse, familières dans le sens qu'on le connaisse, pas de la famille, peuvent plus capturer ce que se passe. C'est un certain point où ces catégories, comme je disais, la classe moyenne, elle explique beaucoup encore comme catégorie, mais elle ne peut pas expliquer cette division à l'intérieur de la classe moyenne. Alors, il y a un point dans ces catégories, dans ces instruments conceptuels qu'on a utilisés, où ça ne marche plus très bien. Et ça, c'est le moment pour moi d'expulsion. L'expulsion, ce n'est pas l'expulsion des immigrés. L'expulsion, c'est une espèce de la incapacité d'un concept ou d'une catégorie d'expliquer quelque chose au-delà de ce point d'expulsion. Alors, des exemples très simples sont pour moi la terre morte. Une fois que la terre est morte, on ne sait plus exactement qu'est-ce que c'est. Alors ça, c'est une mode d'expulsion. Et on s'oublie de la terre morte. On ne la voit, on ne la pense. Peut-être you are landscape architects and you're always into terre, but you know. Et aussi au niveau conceptuel, par exemple aux États-Unis, une fois qu'on a perdu son travail pour 3-5 années, qu'on n'a pas un travail, on n'est pas employé, on ne apparaît plus dans la liste of the unemployed. Disemployed? Unemployed? Comment on dit en français? Ceux qui n'ont pas de travail. Tu disparais. Alors aux États-Unis, on a des milliers de gens qui ont perdu leur travail il y a 10 ans, il y a 8 ans. On ne le compte pas. Ils sont invisibles dans leur pleine matérialité. Ils sont invisibles aux yeux de la catégorie d'analyse. Oui. Alors, the making of it all, le fait que les choses sont faites. C'est une modalité, c'est une phrase très partielle, parce qu'il y a des choses qui tombent, disons. Mais je veux simplement faire l'emphasis maintenant sur the making of it all. Alors, we make, on fait. Make a aussi une matérialité, hein, make. On a fait ça. Dans 20 ans, on a détruit une de grandes mers internes. C'est incroyable. 20 ans, comme ça. Ça, c'est une capacité. C'est négatif, mais c'est une capacité. Et aux capacités. Hein? Généralement, on ne dirait pas que c'est une capacité, mais moi, j'insiste que that is a capability. C'est négatif, mais elle existe. Et ça, c'est encore plus incroyable. On a réussi, depuis 1 billion d'années, pouf, éliminer tout ça. Alors, la demande que ça me génère quand je regarde ces choses, et si on sait capacité pour faire avec des instruments simples, parce que ça, c'était pas comme mettre a spaceship in the interplanetary space. Non, c'est une des choses, hein, ce que j'ai montré. Si on a pu faire ça, cette destruction extraordinaire en 20 ans, avec des instruments simples, qu'est-ce qu'on peut faire avec des instruments simples pour changer les choses, mais dans le vecteur positif? Pas le négatif de ces deux choses que j'ai montrées, mais le positif. Vous comprenez la logique, non, à ce que j'arrive. Alors, il faut simplement, on ne peut pas simplement déléguer et dire, moi, je ne peux pas faire, moi, je ne peux pas faire. Oui,
nous sommes très capables de faire de productions incroyables, comme ces deux exemples que j'ai montrés. Ah, ça, c'est une chose que je fais avec my son, who's crazy. Et ça, il m'a senti parler ça, et il m'a dit, alors, et ça, c'est justement ça, qu'on pourrait vraiment, c'est une colonizing the scalar niche, scalar will there, huh? That you go up, 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 bigger, bigger, bigger. How do we colonize it? With simple instruments. Alors, on a toute une série là pour vous, among vous qui ça intéresse, je peux dire plus sur ça plus tard. Une manière de penser notre présent, cet moment qu'on vit, de 20 ans, de 30 ans, c'est se demander quelle est la machine du vapeur, the steam engine, de notre époque. The steam engine a changé beaucoup, mais n'a pas changé tout, a changé certaines filières. Et en changeant ces filières, a fait une énorme différence. Mais ça n'a pas voulu, it was not needed to change everything. Seulement un peu de choses. La machine, the steam engine, était comme ça. Une manière de le penser, cette innovation a pu décider what is in and what is out. Qu'est-ce que devient partie du système et qu'est-ce qui est expelled. Alors, il y a pouvoir, même dans des situations assez élémentaires, pas, not algorithmic mathematics, let's say. Alors, je vais montrer une chose de notre époque, d'aujourd'hui. Ça sont l'année 2001, 2007. Presque 1 trillion, on dit trillion, c'est beaucoup de zéros, ils sont tous en train de travailler, hein, des zéros, they are on the right side. So, 1 trillion, 6 ans plus tard, 72 trillions de dollars. Je vous invite à penser, qu'est-ce que quand vous avez vu ou entendu cette capacité presque verticale de multiplier en 6 ans de moins de 1 trillion à 62 trillions. 62 trillions à cette époque, 2007 or 6, 2007, was more, c'était plus que le global GDP de tous les pays du monde. Alors ça veut dire que la curve de croissance, c'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. On l'a fait. C'est aussi un instrument incroyablement destructif qui a détruit beaucoup. But it took only 6 years. So, je dois ajouter 62 trillion, c'était seulement 10% de la valuation de le financier dans cette année, qui était 620 trillion. Le global GDP, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, le global GDP? Le GDP de tous les pays du monde, c'était moins de 62 trillions. Alors, on a à voir aujourd'hui avec des capacités qui ont un pouvoir extraordinaire. Et ces capacités vont de ce que nous, collectivement, avons détruit avec des instruments très simples, et c'est que le système financier, que ce n'est pas la banque. Le système financier n'a rien à voir avec la banque traditionnelle. Ça, c'est la mathématique algorithmique. Ce n'est pas la microéconomie, ce n'est pas la macroéconomie. Alors ça, c'est une autre formation. On le présente et ça fonctionne dans le domaine of money. Mais vraiment, ce n'est pas money.
c'est pas money. Alors, par exemple, la valeur de currencies issued, Les devises. le devise, par tout le banque central du monde dans cette année 2007, c'était beaucoup moins que la valeur de tous ces instruments financiers. C'était 200 trillion, tandis que la valeur du financier, 600 trillion. Vous comprenez un peu ce que je dis? Il n'y a pas besoin de comprendre le numéro, seulement le rapport entre divers numéros. Alors, cet petit élément ici, c'est un instrument incroyablement complexe, 7 steps de la mathématique algorithmique, il faut le dire de physicists. Rien à voir, je répète, avec l'économie. Et that was made. Il était fait. Ça n'a pas tombé du monde, du ciel. We did it. We, physicists, doing algorithmic mathematics. Alors j'espère que je veux signaler toute une série de capacités qui sont plutôt négatives, mais je veux capturer la notion que nous l'avons fait. It didn't fall from the sky. It wasn't a hurricane. It was, though the hurricanes we also make a bit. We made this stuff. Et c'est pour ça qu'avec mon fils, ce que je montrais, est-ce qu'on peut utiliser ces capacités et au niveau de choses assez simples pour réinventer certaines possibilités, disons, pour nous les humains. Je vais passer. Je veux signaler parce que c'est vraiment notre présent maintenant, comme économie, comme société, est très, très marqué par le système financier. Le système financier, aujourd'hui, la haute finance, je répète, c'est pas microéconomie, c'est pas macroéconomie, a rien à voir avec la chose économique au niveau des instruments, à voir avec algorithmic mathematics. On dit ça, oui, très bien. Alors, pour vous, ce sont des petites maisons, c'est une histoire assez tragique, mais basée dans des instruments extraordinaires. 16 millions, 16 millions ménages de modestes. La grande partie, c'était très modeste, ont été vendus un instrument. Cet instrument est maintenant opère dans l'Europe aussi. Ça commence aux États-Unis. Ont été vendus un instrument financier qui disait signer cette contrat, tu ne dois payer rien pour 5 ans et la maison est à toi. Le résultat de ça, c'est all foreclosures, la grande 14 millions de ces maisons ont perdu tout. 1 million, ça y est. Il y avait aussi des gens riches, mais la plupart, c'était très modeste. Du point de vue de ces gens, c'est un désastre. Du point de vue de l'économie américaine, ça c'est en Amérique, les États-Unis, c'est un désastre. Ceux qui ont vendu ça, ils ont fait beaucoup de monnaie. C'est trop compliqué pour expliquer. Ce que je veux dire, ce que je veux marquer, cet instrument brillant, 15 millions de ménages l'achètent et ils ont dit « Signez, vous ne devez pas payer rien ». Et 14,4 millions de ménages, 6 ou 7 ans après,
lost everything. 14,5 millions of households, de ménages. Bah, ça, c'est assez de gens, n'est-ce pas? Ça, c'est assez de gens. Ça, c'est 30 millions de gens. Moi, je suis hollandaise. Mon pays a 16 millions de gens. 30 millions de... Et leur perte, c'est une chose qui se passe dans une période de 10 ans, est un peu invisible. 30 millions de personnes affectées par cette expulsion, on ne peut pas le voir, on ne voit le pas, on ne le voit pas. Toute cette matérialité, tous ces corps, on ne voit pas. Parce que ce sont de 7 jours, 7 années, partout. Alors, ce que je parle aussi, c'est une chose très, très matérielle, le corps humain, la maison, la grande faillite. It's a Hollywood movie. Rien. Invisible. On n'a pu pas vraiment le voir avec ses yeux. Alors, ça veut dire aussi quelque chose sur la matérialité. C'est que la matérialité, c'est qu'on ne peut pas voir, disons, même si c'est très matériel. Cet instrument a entré maintenant en Europe. C'est un instrument brillant pour le financier. C'est extrêmement dangereux pour le ménage, etc., ceux qui achètent l'instrument. Alors, on voit aussi, ça continue, hein, ça finit pas. Chaque année, ça, ce sont les numéros de ménages qui perdent, hein, etc. Alors, mais c'est invisible, les gens ne savent pas. They don't know that this is happening. Je veux maintenant montrer quelque chose. Regardez les périodes. L'année 2000 à l'année 2005. Ça, c'est une période où le nouvel modèle économique financier est en place. Mais c'est un peu jeune, disons. Mais it's there. Alors, do I have a pointer? No? Is this a pointer? Yes. OK. Alors, regardez si vous, c'est un peu de latin et grec, pensez-le comme ça. Hein? Alors, ratio of household, ménage, credit. Credit veut dire qu'on a quelque chose pour. To personal disposable income, comprenez ça? Alors, regardez, Hungary. 2000, c'était 11%. Pour les États-Unis, déjà, 104%. Pour la France, 57. 5 ans plus tard, Hongrie, c'est 40%. Ça, c'est très marqué. France, 69. Germany, 77, une stabilité frappante là. United States, 104, 132, ouais. Alors, quand je regarde ces chiffres, je dois dire credit. Crédit, on dit ça en français, n'est-ce pas? Credit sounds good. Credit. I have money that I can spend. It's debt. C'est de la dette, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire que Hongrie, et ça, ce sont plutôt des ménages assez, ce ne sont pas les super riches, hein? From 11 to 40%. Alors, quand moi je vois ce type de chiffres, une demande que je me fais, c'est à qui appartient cette dette? Alors, si c'est une petite banque locale, on pourrait dire, eh bien, il paye tout ça, interest rate, hein, l'intérêt, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais ça circule dans notre petite ville. Non, dans le cas de Hongrie, 40% de cette dette est propriété de banques étrangères. Comme by chance, it's German, Austrian and Swiss. Alors ça veut dire que même la capacité de payer une dette
que peut recirculer dans une petite ville et générer un autre poste de travail pour la petite banque. Hein? Non. It leaves the whole country. Et ce qu'il a gagné, 100%, va à quelques banques dans quelques pays. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est cette logique extractive qui vraiment domine notre économie. Même s'il faut dire, au niveau de ce que voient nos yeux, pas beaucoup a changé. Mais il y a une profondeur de logique extractive, que moi j'aime l'appeler comme ça, qui vraiment change les choses. Une leçon qu'on peut prendre de ce que j'ai montré, c'est que le secteur extractif et l'autre finance est extractive. On pense que l'extractif, c'est seulement le minerai et tout ça. Non, non. Google est extractif, Facebook est extractif, j'expliquerai plus tard. Alors, que secteurs extractifs peuvent extraire même de ménages modestes. Il ne faut pas besoin de seulement aller aux riches. On peut aller aussi aux millions de pauvres avec des instruments qui font intermédiation. Hein. Ce n'est pas un, c'est une complexité là, and then it hits you. J'espère que vous suivez un peu ce que je dis. Ici, voici un autre mode extractif. Ça, c'est une chose qui se passe aussi à Paris. Et c'est l'achat de bâtiments par toute une série de grands investisseurs. Alors, je vous montre seulement un an. Et ça commence il y a 5 ans, 6 ans. Il y a j'ai aussi le numéro pour le 15-16, mais pas ici. Alors, New York, Metro, on a acheté simplement cette année, simplement achat, pas construction. Ça se passe aussi. 55 billion. Londres, 47 billion, etc. J'ai la liste de 100 villes that are at the top. So they involve also several Chinese cities, etc. Et on voit Paris, Paris. Alors, maintenant, ça, c'est seulement les investisseurs étrangers. Alors là, Paris est numéro 3. Je vous raconte qu'à Londres et à New York, les gens comme moi, etc., sont très, ils savent que ça se passe. À Paris, pas beaucoup. À Paris, les gens they haven't focused on it. Mais à Paris est numéro 3. Les quantités ici sont each year just by. Il faut dire, par exemple, à Londres, le Qatari Royals, Qatar, maintenant ont plus propriété, moi j'aime cet exemple, plus propriété de Londres central, Central London, que la reine d'Angleterre. Je trouve ça intéressant, mais quand même, ça vous donne une idée. Et l'autre chose, c'est que c'est invisible. On voit le vieux bâtiment anglais, on ne voit pas. Alors, il y a une matérialité in process qui n'est pas visible. Oups, ici c'est espagnol, mais peut-être l'espagnol est plus voisin. Alors, si on prend la valeur totale de tous ces achats, de moitié de 24 à 25, c'était 600 billion. Billions sont plusieurs de zéros là. Et de 2015 à 2016, plus d'1 trillion. Ça monte. Ce sont villes, il y a beaucoup de variations. New York croisse moins parce qu'ils ont déjà fait plusieurs années d'achat, mais des autres villes, plus. Si on prend dans ces top 100 cities que je regarde, top mesuré en termes d'achats de bâtiments par étranger et par local, ces 100 villes représentent 10% de la population du monde, 30%
du World's GDP. Hein? Vous connaissez GDP? Yeah. Et 76 property investment. Investment veut dire financialiser. Alors, investment non est le mot exact, mais c'est ça le terme qu'il utilise. C'est la financialisation de toute la propriété. C'est 76% est représenté par ce 100 villes. Of the top. Alors, il y a de plus. Ça se passe aussi dans deux autres. Alors, vous comprenez que... Where is... Oh, I don't have that figure here. Okay, fine. Si vous voulez savoir pour chaque ville, pour chaque, je ne sais pas, sa ville, à l'information pour Vietnam, Citizen Vietnam, everywhere. Selon eux, sa ville, la valeur de propriété, et ce sont plutôt de grands bâtiments, hein, financialisés aujourd'hui dans le monde, est 217 trillion. Ça, c'est beaucoup plus que global GDP. Comment on dit global GDP en français? Vous savez ce que je dis, n'est-ce pas? Alors, une chose est this, une autre chose, c'est comment on mesure global GDP. Hein. Ben ça, c'est beaucoup plus que global GDP. Que global GDP, maintenant, est 74 trillion. This is 217. Ça, ce sont des bâtiments, ce sont des matérialités qui maintenant sont de grand intérêt à les grands investisseurs parce que c'est une matérialité sur laquelle on peut construire. Je ne dis construire literally. I realize you say construire here, they mean building. Non, non, non. On peut vraiment faire le travailler dans le circuit financier. C'est vraiment des innovations brillantes, mais très dangereuses, je dirais. L'autre chose, ce qui m'a frappé dans cette étude, c'est jusqu'à quel point le matériel, la matérialité ne nous raconte pas la pleine histoire, le plein. Alors, ici un exemple de ce que je dis. Ça, c'est Londres, Londres centrale. Ici, le Thames, hein, le fleuve. Il y a ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, 12, une chose comme ça, grande propriété. Je devais aller avec un journaliste qui voulait que moi, je marche ici et je parle de tous ces bâtiments. Je ne vais pas souvent là, parce que c'est plein de touristes. Alors, on était là, et j'ai écouté les touristes dire « Oh, look at these lovely British buildings. » Vous comprenez? Regardez ce British. Ils sont tous propriétés d'une firme chinoise. Mais c'est invisible. Vous savez, pour moi, ça me va bien. Hein, je n'ai pas aucun problème avec les Chinois. Aussi, je dois dire que j'ai déjà mentionné le Qatari Royals. Hein, le Qatari Royals, Qatar. Je répète, ont propriété plus de Londres que la reine d'Angleterre, n'est-ce pas? Alors, il y a une combinaison de choses. Londres, vraiment, est un cas extrême, mais montre une nouvelle dynamique. Ça, c'est Greater London. 65 000 propriétés achetées par des acteurs qui sont de compagnies, il n'y a pas de nom de gens, tous sont hors d'Angleterre. Vous comprenez? Alors, 65,000 great properties bought by entities that they are not housed, they are not in England. So vous comprenez ce que je dis ou non? C'est clair? Oui. Très bien. À Manhattan, on voit ces bâtiments,
ça sont tous des bâtiments nouveaux, très grands, très chers, très élégants, avec très peu d'occupation. Et maintenant, ça continue à perdre habitants parce que c'est tellement vide que les gens ne veulent vivre là. Il y a beaucoup d'histoires, des petites histoires dans le New York Times qui disent « Je peux pas vivre dans un bâtiment où presque jamais je vois une autre personne ». Et il y a plusieurs de ces nouvelles constructions très élégantes qui sont la même chose. Alors, le propriétaire, 57% de ces apartments sont propriétés de Shell Companies. Shell Companies, c'est une compagnie inventée qu'on ne sait pas à qui ça appartient. Ici, une autre, ici, c'est la même chose ici. 122 of the condos, propriété Shell Companies. Alors, je dois dire, j'ai découvert, pas tellement, que maintenant, les gens en général disent « Oh, la propriété est vide, il n'y a aucune personne là. » Pauvres s'ils perdent de l'argent, le propriétaire de ces grands bâtiments. Non. Parce qu'il y a une nouvelle modalité de faire travailler ça. Et savoir, je dis ça à un niveau de footnote, pour ceux qui sont intéressés. Cette matérialité de ce bâtiment peut servir pour construire un instrument financier qui est en très haute demande, qui s'appelle bâtiment, asset-backed security. Alors, le propriétaire de ces bâtiments peut gagner plus parce que ça est vide, parce qu'ils peuvent générer tous ces asset-backed securities, parce qu'ils ont la propriété de ces bâtiments vides. Vous comprenez ce que je dis? Alors, pour la ville, ça semble désastreux. Ça, it shouldn't be that way. Vous comprenez? Alors, ça, c'est très, très avancé au niveau des algorithmic mathematics. Et on voit ça à Londres, on voit ça ici. Quand je parle avec les gens par le monde, il semble que ça se passe dans certaines autres villes. My data, c'est seulement pour New York et Londres. Mais vous comprenez ce que ça veut dire? Que dans une ville, Manhattan, le bâtiment vide, qui est noir, pas de lumière, produisent plus de ganancias que s'il y avait des gens. Ça, c'est pas bon, vous comprenez, n'est-ce pas, que ça, c'est pas bon. Alors, une demande qu'on ne peut faire, étant donné cette multiplication de bâtiments vides qui produisent vraiment bon de ganancias, étant donné qu'il y a tant de classes moyennes qui ont été expelled from their houses, etc., étant donné tant de gens... L'Europe, c'est très spécial, hein, c'est beaucoup mieux ici que dans le reste du monde. Étant donné aussi tant de gens, par exemple à New York, on a beaucoup de gens sans abri. Hein. Je sais que vous avez quelques aussi. Étant donné aussi ce que j'ai justement montré, ces bâtiments, ces grands bâtiments qui peuvent produire argent étant vides, quels sont les formats of the future? Et je vous laisse avec ces images. Ça, c'est une image. Ça, c'est la périphérie en Amérique latine. Moi, je suis vécu en Amérique latine. La périphérie, c'est un espace ambigu que il y a des espaces très bons ici. Tout est modeste, mais quand même, ça peut marcher. Il y a des autres que ne sont pas. En juxtaposition avec cette concentration de bâtiments. Je dois dire qu'il n'y a aucune part dans le monde où on peut être et voir cette juxtaposition. C'est une artiste qui a mis ensemble deux images et a concentré toute une série de hauts bâtiments
de diverses parties. Ça, c'est une imaginaire un peu. Ça, c'est réel. Hein? Et le bâtiment, là aussi. Mais il n'y a aucune, je répète, aucune partie dans le monde où on peut littéralement voir ça. Hein? Et quand il n'y a pas la terre pour faire la périphérie, on le fait maintenant sur l'eau, comme vous savez. Et ça aussi commence à devenir problématique. Je finis en raising a question. Pourquoi est-ce que ça importe? Ça importe que nos villes deviennent une chose qui n'est pas, c'est l'image qu'on a de la ville, etc., où des gens tellement divers se trouvent, etc. Alors pour moi, je vous donne 2 ou 3 comme ça. The city as a space where those without power get to make a history. Vous comprenez? La ville est, la grande ville, pas la petite ville, mais la grande ville est un des peu espaces aujourd'hui où ceux qui n'ont pas pouvoir peuvent faire une histoire, une économie locale, une culture locale. Alors ça importe. Parce que la plupart des gens au monde sont ceux qui n'ont pas pouvoir. Ils peuvent être très pauvres ou pas pauvres, mais quand même. Deuxièmement, la capacité qu'a l'espace de la ville de nous faire en de sujets urbains, subject as in subject. I'm a subject, pas sujet comme on... but I, a human. Alors, la ville nous rend à tout, dans certains moments du quotidien, dans des sujets urbains, pas religieux, pas femmes, pas... urbain, the urban subject. Le sujet urbain est un sujet qui peut être partout, bien, toute une mixité de choses, etc., etc. Et une manière de le dire, j'aime beaucoup le mot original pour hacking. Hacking n'était pas négatif, maintenant on le pense comme négatif. Hacking était d'altérer la construction, la logique d'une situation. Et l'espace urbain hacks, dans ce sens positif, tous les autres sujets spécifiques que nous sommes. La mère, le père, le religieux, non, urban subjects. Le riche, le pauvre, etc., tout se trouve dans le centre-ville avec tout le trafic, blablabla. Bla, bla, bla. Et il y a très peu d'espaces où ça se peut passer aujourd'hui. Alors ça compte. No, I'm going to leave it at this. Alors, je vous laisse avec ça et j'espère que je suis réussi à expliquer un peu avec mon français très problématique. Mais je veux encore faire deux remarques. L'importance de la ville comme espace où ceux qui n'ont pas pouvoir peuvent faire une histoire, une économie, une politique, une culture, etc. C'est très important. Et la ville a vécu à travers des temps de milléniaux, non? Alors c'est un espace très important, il ne faut pas le perdre. Deuxièmement, il faut vraiment faire bataille contre cette nouvelle utilisation de bâtiments qui est vraiment négative. Et on va commencer aussi à le voir à Paris, des bâtiments vides. Et un bâtiment vide dans une ville ne c'est pas bien. De grands bâtiments vides that are generating a lot of money parce qu'ils sont dans un autre circuit. C'est pas bâtiment, c'est matérialité qu'on peut utiliser pour faire une asset-backed security. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on a des premières questions? Sinon, je commence avec une. Justement, sur cette question de relation entre les deux circuits de la ville, celui qui est plutôt de l'ordre
du financier avec ses propres règles, qui n'est pas l'économie, on a bien compris, et celui des gens sans pouvoir qui habitent la ville, qui la font vivre. Est-ce qu'une connexion est possible et comment est-ce que les groupes sociaux qui habitent la ville ne sont pas eux-mêmes mondialisés? Et lesquels sont mondialisés et lesquels restent locaux? C'est-à-dire, parce que pour que tout ça puisse se rencontrer, il faut bien qu'il y ait une connexion quelque part, ou soit une dénonciation, soit une connexion. Et est-ce qu'on est en train d'assister à une capacité réactive des villes positive, où il y a le territoire, l'espace urbain reprend le pouvoir ou dénonce quelque chose, ou est-ce qu'on est en train de voir que les classes sociales qui peuvent faire ça deviennent mondiales et donc s'échappent aussi dans l'autre système? Voilà, c'est sur ce lien-là. C'est très bien, c'est ce que tu dis. Alors, moi, je crois qu'il y a certainement une menace, mais il y a aussi, pour moi, je travaille très intensément sur une notion qu'on pourrait appeler la relocalisation de nos activités. Un exemple, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une multinationale pour avoir une tasse de café dans mon neighborhood? Non. J'ai pas besoin de, vous savez, de tout ce grand... Et on peut... Est-ce que j'ai besoin d'une multinationale pour avoir mon computer? Oui, parce que je peux pas l'avoir dans le voisinage, dans le voisinage. Je devrais voyager à la fabrique, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut relocaliser? En Europe, on est beaucoup mieux dans cette modalité de relocaliser qu'on est en Amérique du Nord et je dirais aussi en partie en Amérique du Sud dans les grandes villes. Mais il faut vraiment récupérer une capacité. Le petit flower shop, quand c'était une question de famille, peut-être en France c'est encore une question de famille, il y avait une knowledge function dans le petit flower shop du quartier. Il devait savoir quelle fleur, quand, où... Maintenant, c'est une franchise. Alors, rien de connaissance. Accepte ce que le multinational sait, cette fleur maintenant, no accounting, no nothing. Alors, ça, ce sont toutes des pertes pour le average person, average neighborhood, et ce sont des gains pour ces multinationales qui prennent, qui sait où on le prend. Vous savez qu'Ada Colau, le maire de Barcelone, a dit « No more franchises » à Barcelone, parce que les franchises ont détruit toutes ces petites locales plus pour manger, pour acheter il faut vraiment récupérer la capacité de relocaliser. Alors, on ne peut pas relocaliser tout, mais on peut relocaliser assez. Et ça, je pense justement qu'au niveau de l'architecture, comment construire des espaces modestes qui commencent à faciliter une récupération de capacité au niveau de voisinage, au niveau de petites villes, etc. Maintenant, la notion, c'est toujours que la franchise. Alors, les outlets qui est là qui fait le café? Oui, la chaîne. Well, whatever. Tout le même chose partout, parce que pour s'identifier, n'est-ce pas? Que soit à Chine, soit à New York, soit à Paris, blabla. Il faut et là, vous architectes, landscapes and whatever, all the stuff that you all do, ça devient assez important. Mais c'est pas seulement les grandes compétitions et les grands bâtiments, n'est-ce pas? Il faut récupérer le localisme aussi au niveau de la question de l'environnement, non? On ne peut pas continuer comme on fait maintenant. Vous savez qu'il y a une logique, par exemple, j'ai traqué des cas. Un intermediary, les intermédiaires, ils sont vraiment dangereux. Les intermediaries à Londres achètent tons de potatoes de l'Allemagne pour l'Angleterre et exportent de l'Angleterre
English potatoes à l'Allemagne. Pourquoi? Parce que ils gagnent avec ça. Ils gagnent. Si tous restent dans sa place, the intermediary doesn't gain anything. Alors pour moi, une manière de voir, c'est la intermédiation. La Global City Function, au fin de compte, si on veut être très, très économiste, c'est l'intermédiation. C'est l'intermédiation. L'intermédiation, on a besoin de ça, mais l'intermédiation aussi veut dire qu'aux limites, vendre le potatoes à Germany, il fait de l'heure. Et il y a des cas extrêmes, export de apples, à Australia, de Londres à Australia, and then back. Alors, il y a des distorsions énormes dans notre économie qui sont le produit en partie des innovations financières, etc., splendides. Admirable algorithmic mathematics, but it's a mess at ground level, you know. So it's good for certain things, but yeah. Okay. Mais juste pour poursuivre ma question, sur la question des groupes sociaux qui créent ces règles de marché, est-ce que c'est une classe mondialisée qui organise ça, ou est-ce que c'est dans les pays même où il y a une structuration de ce marché mondial, en fait, déconnecté d'une certaine réalité aussi. Ceux qui profitent, est-ce que c'est eux qui créent les règles? Enfin, quels groupes sociaux sont à la manœuvre, et desquels pourrait être inventée une alternative, justement, une capacité réactive positive? Alors, le négatif, c'est tout type de gens, n'est-ce pas? Des individus qui décident, je vais faire ça, de grandes entreprises qui expliquent à ses employés de comment le faire. Il y a de tout là. Certaines choses il faut avoir le trafic. Si je veux avoir kiwis, ça va venir dans un grand... Mais on se devrait demander, can I live without kiwis qui viennent d'Australie? Yeah, I can. Right? Il faut vraiment repenser, repositionner, relocaliser ce qu'on peut relocaliser. C'est un peu comme ça. Ok. Des questions pour rebondir? Oui. Yeah. Oui. Alors, do they have a problem with the mic? yeah, but... Oh. Shout it. Fallait appuyer un peu plus. Ah oui, bon, ok, super. 1, 2, oui, si ça marche. Hello. In France, we have a problem with the word community. It's taboo. For example, it's forbidden to map communities in the territory. If you want to map the communities in France, we talk about communitarism, and you have an amount. How do you say amount? Yes, of 3,000. No. Yes, 3,000. Yeah. 300 000 euros of bills. So I wanted to know, with your external eye, what do you think about this situation and these people who are like rejected, and how they can hack the city to organize them? Je suis surprise de sentir qu'on ne peut pas faire ça. Peut-être il y a une loi très spécifique, mais je pense toujours à le pays européen comme beaucoup plus capable au niveau de l'imaginaire, de ce qu'ils veulent, mais aussi au niveau de la loi, etc., de faire des choses locales, de petits, privately owned by a family, tout ça. Alors, je ne connais pas la... Mais peut-être il y a aussi une question du langage, qu'on peut changer le langage et avoir le même, n'est-ce pas? Avoir le même...
peut-être, en français, quel est le mot? Communauté? Peut-être le mot communauté vient avec una carga, comme on dit en espagnol, hein, avec de significats historiques, de révolution, je ne sais pas. Mais je suis sûre qu'on pourrait trouver un autre terme. Alors ma demande à vous serait, et si on utilisait un autre terme, est-ce que ça aussi peut générer des problèmes? Il y a beaucoup de mots comme communauté, c'est le local, etc., qui sont verboten. Ou qui sont... Yeah? J'interromps. C'est juste, je voulais préciser que peut-être le terme de communauté, il n'a pas la même signification en Amérique du Nord et la façon dont tu l'entends là tout de suite, c'est-à-dire que en France, ça porte justement le sous-texte de communauté culturelle ou ethnique, de population, etc., qui est pas dans le modèle national dominant d'une assimilation globale. En Amérique du Nord, la notion de communauté est très différente, d'abord parce que c'est pas le même modèle culturel ou politique, et au contraire, ça a une valeur positive parce que c'est le côté local qu'on fait valoir. Donc, quand on parle de communauté au sens nord-américain du terme, on fait pas du tout référence au communautarisme au sens auquel on l'entend en France et au sens polémique auquel on l'entend en France. C'est vraiment communauté aux États-Unis, ça veut dire local, ça veut dire échelle locale, ça veut dire circuit court, sur toutes ces choses-là. Ça recouvre pas les mêmes choses. Oui, ça clarifie. Parce que moi, je crois que vous avez beaucoup de... Pour une époque, mais il y a tant de temps, j'ai habité dans une espèce de commune. Pas la commune comme la commune. Il y a tant de mots en France qu'il faut vraiment... Cuidado. Et c'était très collectif, mais très facile, très light, hein, collective light. Hein, light, how do you say, like light beer light, you know? Comment on dit ça? Léger, hein, léger. Mais il y avait aussi des chicken. Ah, maintenant, à New York, on peut avoir un permis pour avoir une chicken dans la maison. Alors, ça, c'est aussi un peu exagéré, je trouve, mais quand même. Yeah. Parce qu'ils sont d'appartements, plutôt, à Manhattan. So, and yes, another question? Oui? Bonjour. Bonjour. J'ai deux questions en une. La première, c'est sur le tableau que vous montriez avec l'endettement par ménage. Donc, vous avez fait la comparaison entre la Hongrie et la France. Ah, oui, au début. Vous aviez montré le cas de l'Allemagne qui était stable pendant 5 ans. Donc, déjà, l'Allemagne. L'Allemagne. Germany. Yeah. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui justifie cette stabilité? Ah, qu'est-ce que signifie? Et ma seconde question, c'est en termes de durée. Est-ce qu'on pourrait changer ce système donc de local et de mondial? Est-ce que ce serait du court terme, du long terme, en termes de situation et de... I got the first part. I'm not sure I got the last part. You were sort of mumbling a bit there. Alors, l'Allemagne, 70% de dette de ménage peut être OK dans certaines phases du ménage ou dans un certain pays. C'est pas bas, c'est assez haut. Mais vous devez aussi savoir qu'en Allemagne, la plupart des ménages rent. Rent? Loup. Oui, il n'achète pas. C'est pas la modalité en Allemagne. Alors, ça veut dire qu'une bonne partie de cette 70%, c'est le fait qu'ils louent, Qui loue, oui. Location. Non, they pay the rent every month. Hein? C'est ça un peu. J'aurais dû le dire, mais vous avez oublié un peu. Il y a beaucoup de différences à travers de ces ménages. Moi, ce que je voulais montrer, c'est comment le nouveau économie qui entre dans le modèle de the Western model. Rappelez-vous qu'en Hongrie was not Czech. Hein? Alors, comment ça va comme ça? Ils sont des innocents, on le vend, they sell them
debt. Vous comprenez? Ils disent make this debt. Je ne sais pas comment ça passe à Chine. Justement, je pensais, si aussi là, une fois que ça ouvre, qu'il y a une espèce de ouh ya ya. En Amérique, c'était terrible et beaucoup de ménages sont allés à la bancarrota. Ça, c'est espagnol. Good question. J'aurais dû dire, vraiment. Il y a aussi une question, aussi en tant qu'étranger qui n'est pas venu à Paris pendant assez longtemps, j'ai remarqué que bien que l'environnement physique soit à peu près la même chose, vous avez beaucoup de petits magasins, etc., mais par contre, les petites épiceries, par exemple, sont remplacées par des chaînes, par exemple Franprix, par exemple Naturalia, etc., etc. Et donc, voilà le phénomène de franchise. Voilà. Mais le cadre physique n'a pas changé tellement. Les quartiers n'ont pas changé. Non, the physical fabric did not really change. I mean, you still have the small shops, but now they are part of franchise. The small local businesses have been wiped out slowly. Have you seen this elsewhere? And, non, ça c'est du modèle. How do we deal with this? Oui. Ça, c'est it's disruptive. It's really disruptive. Oui. Aux États-Unis, vous savez, c'est un peu brutal. Hein? La logique économique est vraiment une logique extractive. L'économie, it's okay. Economics is not, by definition, a negative, but extractive. That's another. Alors, aux États-Unis, on a perdu un peu le sens des économies partielles. Ils sont toujours partielles, les économies locales, les économies de neighborhood, ou à Chine dans ces urban villages, hein, tout ça. On peut perdre un peu de ça, mais c'est pas bon de perdre presque tout, parce que it's also a hollowing out. Hollowing, vous comprenez, hollowing out de connaissances. Ça, c'est pour moi très alarmant aussi, que les gens perdent la capacité de manager une petite entreprise. Et ils deviennent plus passifs. Vous savez, il y a une négativité avec ça. Mais comme j'ai dit au début, pour moi, ou à la fin, je ne me rappelle plus, l'espace ville, la vraie ville, est encore un espace très intéressant, très important, parce qu'il permet justement à les gens de faire une espèce d'économie partielle, une culture partielle. They can make, hein, dans le sens bon de ce mot. Yeah? D'autres questions? Moi, je vais rebondir là-dessus. En fait, c'est pas la politesse, c'est de distribuer le micro quand on l'a, mais j'ai très envie de poser des questions aussi. Oh. En fait, sur cette question de l'extractif, il me semble que la réponse que vous proposez, c'est la relocalisation. Comme tout d'un coup, la question de la dette est moins grave si elle est localisée au même endroit, parce qu'elle peut se réinjecter dans l'économie, parce qu'il y a un circuit, etc. Et donc, j'ai des questions là-dessus. Alors, est-ce que c'est vraiment ça ou pas? Et ensuite, deux petites questions. La question de la relocalisation pose la question de la limite, c'est-à-dire, à mon sens, où s'arrête ce local et sur quelle base on le définit. C'est-à-dire, est-ce qu'on définit le local sur des critères humains, ou naturels ou culturels? Oui. Et donc ça serait une première question. Voilà. Et la deuxième, c'est peut-être quelque chose qui nous intéresse aussi en tant qu'architecte et urbaniste, c'est qu'en Europe, il y a un très grand concours qui s'appelle Europan, qui nous est destiné, auquel on participe beaucoup, et qui a des thèmes. Et le thème de la dernière version d'Europan, c'était The Productive City. Et donc, exactement. Et donc j'avais comme question de savoir si pour vous, il y avait un lien entre cette question de la relocalisation, comme vous avez dit, du fait que les choses peuvent être produites localement, et la question de la Productive City. Parce qu'on voit qu'il me semble, quand vous parlez de franchise, par exemple, le remplacement d'un fleuriste par un fleuriste qui est une chaîne, la production est la même. Donc là, j'aurais tendance à dire que la question, c'est pas celle de la production, c'est celle de l'appartenance, de la mobilité économique. Enfin voilà, peut-être. Alors, sur le deuxième, non, je crois pas que c'est la même. La production est la même, mais où c'est la connaissance, ça change. Et c'est ça que je disais. Alors,
tandis de savoir, dans 7 mois, le mieux est de Colombie, dans 7 mois, c'est d'Afrique, une connaissance au niveau très modeste, très local, par des gens qui ne se sont pas que, oh, I know it. Non, mais comme ça que, maintenant, headquarters, sense, ils simplement vont. Ça, c'est la négativité. Il y a une limite, comme je disais, avec comment on peut faire cette relocaliser. Avec un computer, j'ai besoin d'une franchise. Sinon, c'est un désastre, disons, n'est-ce pas? Alors, par exemple, à Brooklyn, c'est une partie de New York City qui est très animée maintenant. Il y a beaucoup d'endroits. Ils ont recommencé à avoir une cooperative for everything we eat. Et ça marche très, très bien. Et ce ne sont pas les plus pauvres. Ça, c'est une autre. Pour faire ces innovations, on ne peut pas être très pauvre. Ça, c'est un problème, n'est-ce pas? Quand même, c'est que le Brooklyn Co-op, c'est fameux maintenant. Hein? Ils ont intégré à des ménages qui fonctionnent bien, vous savez, parce qu'il y a aussi des ménages qui ne fonctionnent pas, families, hein, ils ont intégré. Alors, il y a 2 gens, brilliant techies, qui ont développé un Wi-Fi network local où on peut avoir son payé, parce qu'aux États-Unis, on paye pour tout. Et ce n'est pas la bonne qualité. Alors, des choses comme ça. Alors, pour moi, c'est plus que le fait eux-mêmes, c'est aussi une espèce de I can make this. Hein? Et c'est pour ça que j'ai commencé avec. Et c'est pas le makers movement, ça m'irrite beaucoup. Il y a maintenant aux États-Unis une espèce de makers movement que c'est un peu comme ça. I don't buy it very much. But the notion that we make. Hein? Alors, choses comme ça. Mais la première demande, tu avais C'est sur les limites du local et effectivement les limites du local. Voilà. Si, ouais, bien, j'ai un peu répondu déjà. Non, je crois que le local est le local. Mais je aussi, pour le faire élever un peu le niveau un peu plus abstract, j'ai fait beaucoup de travail sur le sud global, hein, pas seulement les villes. Et dans mon bouquin Expulsions, j'ai vraiment lancé toute une nouvelle manière de le voir. Hein. Alors, dans ce cas, le local est aussi un local important rural pour moi. La capacité d'avoir de petites entreprises, parce que la terre, maintenant, on achète. Il y a 150 corporations qui achètent, qui prennent de l'eau. Vous savez tout ça, n'est-ce pas? Vous savez de ce que je parle. Et il y a 50 gouvernements qui font la même chose. Alors, c'est un secteur 100% extractive, terrible. Alors, dans ce sens, relocaliser dans le rural devient très important, mais c'est une lutte. C'est que j'ai parlé ce matin à Honduras, que tous les petits agriculteurs ont été exterminés. Hein? Alors, quand on va dans l'espace rural, je dirais qu'il y a vraiment it's a combat zone. Et les villes aussi deviennent un peu un combat zone pour l'espace, pour accès, vous savez. But the franchises, we need them for many things. I would say that. Alors, yes. Alors, un étudiant et après juste. Merci pour votre présentation. Vous avez très bien montré comment l'immobilier est devenu un produit qui génère une valeur en insistant beaucoup sur une déconnexion entre ce qui se passe, une certaine réalité matérielle et puis une valeur. Et vous vous êtes appuyé principalement sur 2 exemples qui sont quand même assez différents. D'une part, il y avait des petites maisons pour des ménages modestes, donc où il y a une dimension de rente, on paye un crédit, donc, qui peut être voisine de la notion de loyer. Et de l'autre côté, vous avez beaucoup insisté sur des produits immobiliers plutôt de luxe. Ah, de luxe. Et il me semble que c'est 2 systèmes assez différents, puisque c'est pas la même clientèle.
Et est-ce qu'il y a des interférences entre ces deux systèmes ? Parce qu'on a vu que la crise de 2008 avait été provoquée plutôt par des cessations de paiement, des gens qui ne pouvaient plus payer. Non. Est-ce que... Non. Oui. Est-ce qu'il y a des interdépendances entre les deux systèmes ou est-ce qu'ils sont les mêmes en fait ? Oui, absolument. The first one, les ménages modestes, les 14,5 millions de ménages modestes, c'était une innovation. Et ça a pris, je vous ai dit, n'est-ce pas, 6 complex steps of algorithmic mathematics. Rien à voir avec la microéconomie ou la macroéconomie. High finance is not about microeconomics. It's just not. La plupart des professeurs qui enseignent une économie à les universités aux États-Unis font micro et macroéconomie. The financial types, they are all in business schools. Ça, c'est aussi. Parce que les microeconomists sont encore le dieu dans l'économie, parce qu'ils ont une histoire de complexe. Hein. Alors ça, c'est aussi assez... Ça, je voulais le dire. Mais quand même, ce qui se passe avec la manière de le penser, je ne voulais pas ajouter une autre complexité, mais maintenant que tu fais la demande, c'est que c'est 14,5, c'était 16, hein, mais houses. It was not about houses. C'était de la matérialité. Une grande chambre où you throw, and that is why. C'est pour ça que c'était tellement complexe. C'était pas un processus économique. Alors c'était grande chambre, tu jettes 14,5 millions de maisons plutôt modestes. And then you use asset, la toilette, asset-backed securities. Et c'est pour ça que ce grand appartement vide, on prend une partie, un mur, une toilette, on fait une asset-backed security. Alors, avec le petit maison modeste, ces gens, c'était catastrophique pour eux. Hein? C'était la première fois, c'était une innovation brillante. Moi, j'ai un friend qui travaille à Goldman Sachs. Quand tu entres à Goldman Sachs, c'est une grande financière. Hein? The back room, la chambre de the back, où le secrétaire était. Maintenant, c'est 100 plus physicists. Et c'est pas ils sont pas le coupable. Hein? Alors, ils produisent ces instruments extraordinaires. Et alors, une amie qui travaille là m'a montré tout this, and then you do this, and then you do that, and then you do this, and then you do that, and then you do that. Ah, we have it. Ah, I'll take that toilet. I'll take that toilet and build an asset-backed security. Mais c'est une brutalité, c'est une complexité extraordinaire, une brutalité extractive extraordinaire. Ça est réussi tellement bien pour beaucoup de financiers qu'on a décidé, let's go try it with the big buildings. Je simplifie, hein, parce que vous savez, ce sont des processus. Mais je vous donne un autre exemple. J'avais understood something was happening. J'étais dans le Midwest des États-Unis et j'avais trouvé finalement, je le cherchais, de camioneros, conducteurs de grands camions, qui m'avaient raconté, je ne sais pas qu'est-ce que se passe, mais nous travaillons pour Goldman Sachs et il nous fait mobiliser tous ces huge aluminum sheets d'un local à un autre local. Chaque semaine, on bouge tout ça. Est-ce que vous pouvez deviner pourquoi? Ça veut dire, numéro 1, Goldman Sachs avait acheté tout le possible à grande quantité aluminum sheets. Aluminum sheets, you are architects, sont très importants pour le grand bâtiment. Petite maison, peut-être non, mais le grand bâtiment, oui. Goldman Sachs, et ils ont fait ça avec des autres produits à travers des 10 ans, décidé de générer
une crise de confiance qu'il y avait suffisamment d'aluminium. Et ce qui importait, c'était justement le grand, pas le petit comme ça. Alors, ils ont acheté tout ce qu'ils pouvaient acheter, et le truckers, le camionnettes, hein, ils devaient bouger parce que ça générait quoi? Un délai dans le delivery, ce qui a généré une crise dans le moment financier, pas dans le constructeur, parce qu'il opère dans une autre temporalité. But the financiers qui font de inversion, etc., spéculation, alors ça a généré une crise, ça a généré une hausse dans le prix de l'aluminium, seulement à ce niveau, parce que le constructeur, il bouge à une autre vélocité. Alors on a exposé, et Goldman Sachs, ils toujours réussissent, toutes ces grandes firmes, à ne aller à jail, hein, dans prison. Ils ont payé $5 billion as a fine. And that is fine with them. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez, tu comprends la complexité de cette opération with the truck drivers. Alors c'est incroyable. Tu penses vraiment, what is this, kindergarten? Kindergarten for billionaires. Le kindergarten, on dit ça, kindergarten? D'accord? Yeah, maternelle for billionaires. I mean, c'est incroyable. Alors ça, j'ai expliqué ou non? Une dernière question, du coup. Bonjour, merci beaucoup déjà pour la présentation. Je voulais peut-être revenir à la question que posait Mathias, que je trouve assez fondamentale sur la question du... À la quoi? à la question qui avait été posée par Mathias sur le sujet des limites possibles de la localité, parce que c'est vrai que vous parlez beaucoup d'un monde très global au départ, pour à la fin peut-être nous prévenir et nous avertir qu'une forme de territorialisation devenait de plus en plus nécessaire pour les choses. Et afin de participer au débat, je me disais qu'en tant qu'architecte, on a toujours un peu cette espèce de grand écart entre des idées, une culture qui appartiennent à un monde très partagé, où on a accès à tout un tas de connaissances pour faire nos projets. Et une manière peut-être de répondre à cette histoire du local, du localisme, et de définir peut-être les nouvelles limites un peu de nos interventions. Est-ce que c'est pas peut-être tout simplement l'énergie et le carbone qui est engagé dans la production des choses, dans le transport, dans les déplacements, qui font que finalement on n'est plus dans une histoire stylistique d'appartenance à un contexte ou formel, mais plus dans quelque chose qui mesure d'un point de vue plus rationnel peut-être l'énergie et qui fabrique, qui définit peut-être l'énergie, la taille des mondes auxquels on appartient. C'était peut-être ça par rapport à la question, cette possibilité de définir les limites de notre local. Voilà, est-ce que c'est pas un moment l'empreinte carbone tout simplement, l'énergie embarquée? Non, il y a une limite au local. Mais c'est pour ça, pourquoi la ville est un espace tellement intéressant. Et comme j'ai dit, pour moi, la ville, c'est un système complexe, mais incomplet. Alors, complexe, mais incomplet. Alors, dans cette juxtaposition, il y a beaucoup de possibilités, mais il y a toujours aussi des limites. Hein. Non, je ne veux pas romantiser. On a besoin, comme je disais, pour le computer, c'est pas tant d'autres choses, non? D'avoir de grandes franchises. La franchise, à ce moment, est une positive, parce que moi, je dois marcher 200 mètres et je peux avoir un computer ou lo que fuere. Alors, non, je voulais pas... Non, la question de la relocalisation est partielle. Je trouve que chaque moment dans une ville est presque nécessairement partiel. Si ça se complète, c'est une espèce de imagined or, a fake city, really, which is more... Alors, il y a toujours une petite aperture et une limite. Hein? C'est pour le grand, c'est pour le petit. Alors, si on pense comme ça, comme je dis, non, un système complexe, mais always incomplete. Alors, ça génère ces possibilités. Je crois qu'on a passé par une époque où la consommation de masse a commencé à dominer d'une manière... C'est une curve, non?
ça va bien, mais après, too much. Toujours déléguer, non, on perd de capacité, etc. Alors il y a le négatif aussi. Mais quand même, toutes ces formations sont une partie intégrale à la fin d'une ville, n'est-ce pas? Je ne sais pas si j'ai... Oui. Ok, merci. Merci Saskia. Merci.